Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau numéro de Place Débat. Le monde va changer à partir d'aujourd'hui. Les États-Unis ont officiellement un nouveau président. Il a été investi. À quel changement peut-on nous s'attendre avec les relations notamment avec l'Amérique, l'Europe et surtout nous, les pays du Maghreb et l'Algérie? Nous allons en parler avec nos invités ce soir. Maintenant, place au débat. Bienvenue donc à ce nouveau numéro de Place au débat pour commenter avec nous l'investiture du nouveau président des États-Unis. Nous allons parler des changements qui seront opérés sans doute à partir de cette semaine. D'abord, on souhaite la bienvenue à nos invités. Bonsoir Nasser Mhel, vous êtes journaliste, ancien ministre de la Communication. Vous avez dirigé le bureau de l'APS à Washington. Bonsoir Fatiha Benabou, spécialiste en droit constitutionnel. Vous allez nous expliquer si le président américain aura les coups des franches pour diriger pendant ces 4 prochaines années. Avec nous, Hassan Mouali, directeur de la rédaction du Temps d'Algérie. Merci d'être venu. Et bonsoir à Abdallah Bali, ancien ambassadeur d'Algérie à Washington et ancien représentant permanent auprès des Nations Unies. Le débat commence tout de suite. Alors, il y a eu beaucoup moins de monde à cette investiture de Donald Trump par rapport à celle de Barack Obama, notamment en 2008 et en 2012. Vous étiez présent à cette investiture en janvier 2009. Abdallah Bali, vous veniez d'être nommé ambassadeur d'Algérie à Washington après avoir dirigé la représentation algérienne auprès des Nations Unies. Ce sont 2 mondes différents, 2 styles différents, Obama et Trump. Certainement. L'investiture d'Obama avait suscité beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'attentes, beaucoup d'espoir. Je me rappelle qu'il y avait une foule immense lors de l'investiture du président Obama. C'était le premier président noir, c'était un homme jeune qui avait des idées, qui avait un projet pour l'Amérique. Et donc, tout le monde espérait que la nouvelle Amérique allait émerger sous la présidence d'Obama. Là, nous sommes dans un autre cas de figure, dans un autre scénario. Il y a énormément d'inquiétudes, il y a énormément d'incertitudes concernant l'avenir des États-Unis. C'est la première fois qu'un nombre aussi grand de membres du Congrès n'assiste pas à l'investiture du président. C'est une première. Et là, donc, ça n'augure rien de bon pour les années à venir, notamment au niveau des relations entre le président Obama et le Congrès américain. Les démocrates sont minoritaires, mais les démocrates ont leur mot à dire. Nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Durant le débat. Nasser Mhel, vous avez dirigé le bureau de l'APS à Washington pendant le premier mandat de Bill Clinton. Donc vous connaissez un peu l'administration américaine. C'est 2 styles totalement différents. Totalement différents. Disons que Clinton venait avec une relative légitimité comparée à Monsieur Trump qui, lui, est porté par une vague populiste, un peu à l'image de ce qui s'est passé il y a quelques 2-3 décennies avec Ronald Reagan. Donc cette vague populiste, c'est elle qui a porté Donald Trump. Mais il faut comprendre que Donald Trump n'a aucune, je dis bien aucune, expérience de la politique ni intérieure ni extérieure. Il va essayer, et d'ailleurs à chaque fois où il parle actuellement, il passe son temps à faire des bourdes que d'autres tentent de reprendre. Vous imaginez qu'en moins d'une semaine, il y a eu 3 alertes. La première du futur, celui qui est nominé, le futur secrétaire d'État. La deuxième, celle du futur patron du Pentagone. Et la troisième, du patron de la CIA, en le disant à M. Trump, attention à ce que vous dites. Là, vous ne comprenez absolument rien à ce que vous dites. Voilà. Et nous parlerons de ces bourdes avec notamment la dernière concernant les relations avec l'Europe et ce qu'il a adressé. C'était une interview absolument, pour le Bild et pour le Times. Et pour le Times. On peut s'attendre au pire, Hassan Mouali, avec ces 4 années qui commencent, ou est-ce qu'en fait, tout va rentrer dans l'ordre?
Je pense que compte tenu du profil un petit peu bizarroïde de Donald Trump, parce que en parlant d'Obama, Obama il était venu un peu reconstruire l'image des États-Unis qui a été abîmée par les années Bush, avec les guerres en Irak, en Afghanistan. Donc Obama, il a suscité un réel espoir dans le monde entier. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde. Et puis, bien sûr, il y a la symbolique du fait qu'il soit le premier président noir. Mais avec l'arrivée de Donald Trump, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une casse. Il va y avoir une casse, encore une fois. L'image des États-Unis va en pâtir, parce que déjà, il y a le profil, le personnage qui a une dimension, qui dégage une dimension théâtrale, j'allais dire. Il ne s'y connaît pas trop, visiblement, en politique étrangère. Il ne maîtrise pas les dossiers. Il se contredit, comme l'a dit Sinassar. Donc, même le directeur de la CIA, donc Brennan, a été obligé de parler à CNN et de dire à M. Trump, vous êtes le président des États-Unis élu, faites attention à ce que vous dites. M. Brennan, qui incontestablement quittera ses fonctions bientôt, on peut le dire ça? Bien sûr. Oui, Ah, c'est oui, clair. oui. C'est clair, oui. Et donc C'était ses dernières moi, je pense déclarations. moi, je vois Trump faire un mandat, maximum un mandat. J'espère qu'il ne va pas avoir, chemin faisant, des problèmes, mais ils vont le destituer. On parle même d'impeachment. Déjà, on parle d'impeachment. Oui, mais l'impeachment, qui peut le faire à part... Pour l'expliquer un petit peu, c'est une formule qui permet au Congrès américain de prononcer la destitution du président. Voilà. Oui, mais il faudrait d'abord qu'il y ait, on appelle ça une procédure pénale, qu'il y ait soit des faits graves, corruption, ou bien, par exemple, le fait grave et avéré, et aussi, si jamais il y a trahison. Haute trahison aussi, c'est des cas bien précis. Bon, c'est vrai qu'ils peuvent, c'est quand même assez vague. Hein. Il y a le parjure aussi, le parjure qui est très important. Monsieur Clinton a failli subir l'impeachment à cause du parjure, notamment. Absolument. C'est ce qu'on appelle des faits graves et avérés. Tout à fait. Des faits graves, mais c'est une procédure pénale. Hein. C'est pas une procédure politique. C'est pas le cas de la responsabilité politique. C'est pour des faits, une infraction avérée et grave. Mais comme c'est quand même assez large, hein, comme c'est pas bien défini, ils peuvent jouer avec. Hein. Il faut préciser que M. Nixon a démissionné juste avant le déclenchement de la procédure pour le Watergate et que M. Clinton l'a évité de justesse. Il y a eu déjà Johnson en 1862, je crois. Oui. Il y a eu Thiel aussi. Il y a eu 4 cas de... Alors, ici, on commence déjà à parler d'impeachment, de destitution du président des États-Unis, alors qu'il vient de commencer. Vous avez parlé de la casse, limiter la casse. La casse, elle a déjà commencé avec ce discours pour Bild et pour le Times, où il envoie des signes très, très négatifs pour l'Europe, qui est le grand partenaire des États-Unis. Monsieur Bali, est-ce que ça commence déjà mal entre les États-Unis et l'Europe? Ça commence très mal. Je crois que l'interview qu'il a donnée au Times et à Bild est une interview qui aura des conséquences. Nous avons eu déjà des réactions de la part de Il dit notamment que Mme Merkel a commis une erreur catastrophique avec les réfugiés. L'OTAN est une organisation obsolète. Le Brexit, un succès qui devrait conduire d'autres pays à quitter l'Union européenne. La déclaration la plus grave concerne l'OTAN. L'OTAN dont il dit qu'elle est obsolète. Nous, on peut le dire, mais pas lui. Lui. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Kremlin a tout de suite réagi pour dire oui, nous sommes d'accord, l'OTAN est obsolète. Et là, nous nous aventurons sur un terrain extrêmement risqué. Les États-Unis ont assuré la sécurité de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis la création de l'OTAN. Et il y a un article fondamental dans le traité de l'OTAN, c'est l'article 5, selon lequel toute attaque contre un pays de l'OTAN est une attaque contre l'OTAN. Donc les premiers pays à s'être inquiétés après les déclarations de Donald Trump, c'est les pays baltiques qui craignent que la Russie ne profite de la situation pour réoccuper ces 3 pays qui ont fait longtemps partie de son empire. Alors, ça va mal entre les États-Unis et l'Europe. Est-ce que ça augure d'une chose très mal aussi pour nos pays? Bien sûr, toujours. Le point d'achoppement central, c'est la question palestinienne et le problème du Moyen-Orient dans son ensemble. Donc, comment la nouvelle administration va traiter ce grand problème? D'après ce que nous savons jusqu'à maintenant, Trump est en train de faire une politique un peu plus pro-israélienne que ce qui a existé jusqu'à maintenant. Okay. J'ajoute, et il ne faut jamais l'oublier,
que son principal conseiller, on appelle ça le special advisor, c'est son propre gendre. Absolument, ouais. Son propre gendre, je m'excuse de le dire, est de confession juive. Il a le droit. Non, bien sûr. Sa fille, sa propre fille, Ivanka Trump, s'est convertie au judaïsme. Elle a le droit Je aussi. m'excuse. Ouais. Je peux. Peut-être qu'il n'y a pas de lien. Oui. Mais enfin, je suis obligé de comprendre. Mais ce qui est le plus grave, M. Mehel, c'est surtout le nom du futur ambassadeur des États-Unis Friedman. en Israël, qui est un Absolument. partisan invétéré de la colonisation. Oh. Et ça, c'est extrêmement grave. Absolument. Ça n'augure rien de bon. Hein. Et puis, en fait, c'est devenu une affaire de famille, comme l'a dit Oui, exactement. Nasser. Voilà. Son gendre, il a dit dans cette fameuse interview que son gendre allait signer avec Israël un accord comme il n'en a jamais eu. Donc là, ce ne sont plus les institutions de l'État, le gouvernement. C'est une affaire qui se règle au niveau de la famille. Vous savez, tout à l'heure, on parlait des membres Nasser parlait du ministre de la Défense, du secrétaire d'État. C'est vrai que ce sont toutes ces personnalités-là, durant les auditions, ont fait des déclarations tout à fait contraires au discours de Donald Trump. Oui. Oui. Au point où Donald Trump, d'ailleurs, dans un de ses fameux tweets, a déclaré qu'il leur faisait confiance et qu'ils étaient là pour exprimer leurs opinions et pas les siennes. Nous allons voir comment le gouvernement, le cabinet d'Obama va travailler avec le président, le cabinet de Trump va travailler avec le président. Mais maintenant, au niveau de la Maison-Blanche, et c'est là où s'exerce le véritable pouvoir au sein, par exemple, du Conseil national de sécurité, toutes les personnes qui ont été nommées au Conseil national de sécurité ou comme secrétaire général de la Maison-Blanche Chief of Staff. ne sont pas soumis d'abord à l'obligation de confirmation par le Sénat et deuxièmement, sont des personnes qui ont exactement la même ligne politique Que le président. Mais aux États-Unis, il y a une loi anti-népotisme qui date depuis très longtemps. On parle d'une dérogation. C'est possible donc de nommer son gendre, comme l'a dit M. Mehel, special advisor à la Maison-Blanche? C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable. Ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Ils attendent Mais- la faute. Ils attendront la faute. La Voilà. première faute, Voilà. La pour que première ça faute, fasse il est scandale. obligé de débarquer. Mais il y a une petite anecdote qui court toujours à Washington et qui peut tempérer un petit peu nos craintes. On dit là-bas aux États-Unis que le président qui arrive à Washington, il est là pour changer le système, mais généralement, c'est le système qui le change. Absolument. Et ça va se produire, selon Voilà. vous, maintenant, Oui, oui, ça? Est-ce que le Je- système enfin, va il y a- changer le président il élu? y a peut-être des éléments entre le Congrès, le Sénat, les conseillers, le Conseil national de sécurité, comme le disait mon cher ami ambassadeur, c'est Abdallah, peuvent changer la donne. Peut-être amoindrir, mais toujours est-il que M. Trump, il aura une présidence sous surveillance. Nous Voilà. aurons le temps, oui, Madame Benabou? Non, je pense que les États-Unis, ce n'est pas un gouvernement autocratique, attention. C'est un gouvernement qui réagit sous l'opinion publique et qui a des institutions. Donc les institutions vont interréagir et moi je pense qu'ils vont coacher. Hein. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de changements parce qu'il ne pourra pas faire ce qu'il voudra, il n'a pas les mains libres. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de postes. Mais c'est un congrès acquis. Tout le congrès est républicain, donc il aura Ah, beaucoup moins de attention, difficultés, après, on en- logiquement. Mais tous On les en républicains ne sont parlera, pas- je pourrais vous apporter des nuances. Oui. Le Congrès, même s'il est majoritairement républicain, peut ne pas voter pour le président Trump. Attention, ce n'est pas les mêmes partis. Il y a des Faut lois pas- aussi qui nécessitent une plus grande majorité, donc avec aussi... C'est pas une question de Oui. loi, c'est aussi le système institutionnel américain qui est totalement différent du système parlementaire que nous connaissons, nous. Mais On je- pourra en Je parler. suis complètement d'accord. Quand on a la majorité républicaine, il n'est pas sûr d'obtenir ce qu'on veut en tant que président des États-Unis. Il y a des sénateurs qui votent selon leur, je sais pas, je ne dirais pas leurs intérêts, mais ils peuvent avoir un avis contraire à celui Tout du à fait. président élu. à Je fait. vous cite l'exemple de John McCain, par exemple, qui Ah, n'a pas John soutenu McCain, du tout. effectivement. C'est un poids Oui. lourd quand même. Il est sénateur depuis 1972, je crois, de Il a été l'Arizona. réélu pour C'est 6 ans. quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Et il y en a d'autres, bien sûr. Donc Trump, même dans son camp, enfin
son camp, il est apparenté aux républicains. C'est même pas son vrai camp. Ce n'est pas son vrai camp. C'est pour ça qu'il faut juste dire qu'aux États-Unis, ce n'est pas le président qui gouverne. Il ne gouverne pas seul. C'est un camp qui ne voulait même pas de lui. Hein. Il y a des institutions. On a vu comment la loi d'Obama a été retoquée par le Congrès sur le financement, attaquer en justice le régime saoudien. Donc, aux États-Unis, il y a un certain nombre d'institutions qui gouvernent, qui participent à la prise de décision. On a parlé tout à l'heure du fait que certains aient des origines juives. Il faut juste rappeler que le patron de la communication de Barack Obama, David Axelrod, était juif aussi. Il y avait Rahm Emanuel, qui est maire de Chicago. Tout le monde sait qu'il a passé son service en 2001 en Israël. Donc, par rapport à ça, par rapport à Israël, c'est vraiment unbreakable. C'est comme ça qu'il a dit Barack Obama. C'est une relation incassable. Elle est éternelle. Obama, ça fait partie des fondamentaux de la politique étrangère américaine de soutenir Israël. Donc, après, c'est une question de style. Il y a Donald Trump qui dit que je vais transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Absolument. On va en parler. Rex Tillerson, son secrétaire d'État, qui dit il y a la solution à 2 États, on va faire. Donc, il y a des contradictions. Nous parlerons de ça et nous parlerons de la fin de l'action historique de l'administration américaine de s'abstenir aussi lors de ce vote d'une résolution contre la décolonisation. Absolument. Certains diront que c'était trop tard et trop peu. Nous en parlerons. Monsieur l'ambassadeur, on peut s'attendre à un premier mandat Trump versus républicain? Est-ce que c'est possible? Je crois, comme l'ont dit les participants à cette table ronde, il y a effectivement des contre-pouvoirs. Le Congrès américain est finalement le véritable centre de pouvoir aux États-Unis. C'est le détenteur du pouvoir aux États-Unis. Maintenant, ces contre-pouvoirs, de mon point de vue, vont être mis à rude épreuve. Obama, au début de son mandat, avait un Congrès qui lui était acquis. Et pourtant, il n'a pas pu faire passer ce qu'il voulait. Il a rencontré des résistances, y compris dans son propre camp. Mais les choses se sont faites de manière civilisée. Là, sous le règne de Trump, les relations avec le Congrès, y compris avec les républicains, vont être un peu houleuses. Parce que, d'après ce que nous entendons dire, Trump entend mener à bien tous ses projets, entend dicter au Congrès sa politique. Donc les choses ne vont pas se faire de manière aussi simple. Autre contre-pouvoir, les médias. Les médias jouent un rôle extrêmement important aux États-Unis. Et pourtant, Trump n'hésite pas à s'aliéner les médias, n'hésite pas à antagoniser les médias, et les médias sont un peu sur la défensive. Est-ce qu'ils vont... Et puis quand les médias révèlent des choses importantes sur Donald Trump, en d'autres circonstances, la Maison-Blanche la présidence aurait été dans un état de panique totale. Là, ce que fait Trump, il rejette d'un revers de la main les déclarations, il dit que c'est faux. Il n'a même pas besoin d'apporter la preuve. Il dit qu'ils sont fake, comme le fait d'avoir refusé de répondre aux questions de BuzzFeed et de CNN. Donc cela augure, de mon point de vue, des relations difficiles avec le Congrès, des relations difficiles avec les médias, et voilà, on verra. Alors là, on pose la question aux journalistes que vous êtes, Nasser Mhel. Ça va être un mandat houleux entre la presse et le président américain? Ah, c'est sûr, c'est absolument sûr. Et puis il a mal commencé en disant, par exemple, un journaliste de CNN qui voulait poser une question, il lui a dit « Taisez-vous, vous ne parlez pas ». Ça, aux États-Unis, c'est quelque chose de... C'est un crime. Jamais un président n'a fait ça, absolument. Oui, aucun président n'a fait ça et ne peut faire ça. Il peut ne pas répondre, dévier, n'importe quoi, mais il faut qu'il réponde. Mais ceci dit, je voudrais rebondir sur un sujet, parce que c'est très important et il nous concerne, parce qu'on est sensible à cette question. La question palestinienne. On dit qu'il ne faut pas s'attendre à beaucoup de réalisations avec Trump. Mais je rappelle ici, il y a eu l'avantage de suivre les négociations de paix à Washington en 1992, 93, 94, 95, que tout ce qui a été écrit dans les accords de Washington n'a pas été du tout appliqué. Donc il ne faut pas peut-être jeter la pierre seulement à Trump. Toutes les administrations
qui ont succédé depuis Clinton, en passant par Bush, jusqu'à Obama et maintenant Trump, aucune n'a été cohérente avec les accords de Washington ou les accords de Sharm el-Sheikh, etc. Il y en a eu plusieurs. Et nos frères palestiniens, je crois que ce n'est pas demain qui verront une lueur d'espoir. Et comment vous jugez la dernière décision de l'administration américaine de s'abstenir lors de cette résolution contre la décolonisation qui a provoqué l'ire du gouvernement israélien? Ça fait partie du jeu américain. Vous pensez vraiment? Absolument. Mais c'est la première fois que ça arrive, depuis très longtemps. Non, ça fait partie. C'est votre conviction? Ça fait partie du jeu. C'est une administration en fin de parcours. Qu'elle fasse un geste en direction des Arabes, why not? Monsieur Baali, certains milieux diplomatiques disent que cette abstention, c'est pour pousser la future administration au moins à respecter un certain nombre de règles concernant le processus de paix. Ça devrait être le cas. Bon, maintenant, avec une administration démocrate, par exemple. Oui. Maintenant, avec une administration Trump, je ne suis pas sûr que Trump se sente lié par cette résolution. Surtout qu'il se dit, par exemple, l'accord nucléaire avec l'Iran, il dit qu'il va l'abroger. Bon. Donc, je crois que là, nous sommes sur un terrain extrêmement incertain. Le respect des accords conclus par l'administration Obama va se poser de façon extrêmement grave. Et cette résolution du Conseil de sécurité est importante. Ça vous a étonné, en tant qu'ambassadeur, vous qui étiez là-bas pendant 9 ans à l'ONU, est-ce que cette abstention vous a étonné ou vous a surpris? Oui, elle m'a surpris, parce que je ne l'attendais plus. Voilà. Elle est venue très très tard, elle est venue quelques jours avant la fin du mandat d'Obama, mais elle est importante dans la mesure où elle a condamné de façon très nette, très claire la colonisation, chose qui n'avait pas été faite depuis très très longtemps. Bon, maintenant, dans la pratique, sur le terrain, qu'est-ce que ça va changer? Je suis d'accord avec ces personnes, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il y a la symbolique, mais rien de plus. On l'a vu avec la nervosité de Netanyahou. Oui, du gouvernement israélien. Énervé, y compris sur la conférence de Paris qui s'est déroulée il y a 2 jours. Boycottée par Israël. Oui, elle a été boycottée par Israël, alors que John Kerry se trouvait à cette conférence. On sait très bien que les rapports ont toujours été tendus entre Netanyahou et Obama. Oui. Ça n'a jamais été surprise, y compris avec Hillary Clinton, n'est-ce pas? Mais Netanyahou, parce qu'il joue l'enfant gâté, enfin tous les premiers ministres israéliens, ils jouent les enfants gâtés avec les États-Unis. Les États-Unis ne devraient pas refuser quoi que ce soit à Israël. Donc cette résolution, moi je pense que c'est un petit cadeau d'adieu de Barack Obama. Il ne faut pas oublier une chose. Obama a signé avec Israël un accord 50 milliards de dollars. De 38 milliards de dollars sur une période de 10 ans. Jusqu'à maintenant, les États-Unis donnaient 3,1 milliards de dollars annuellement aux États-Unis. Ça va être 3,8. Donc, aucun chef d'État américain n'a promis ou donné autant d'argent à Israël que ne l'aura fait Obama. On parle de l'aide publique. L'aide publique, absolument. Il y a l'aide privée qui est celle de l'AIPAC. L'AIPAC, c'est la principale organisation de lobbying israélienne ou juive, on peut l'appeler comme on veut. C'est un lobby très important. Elle réunit à peu près elle fédère toutes les organisations juives aux États-Unis et elle participe, tenez-vous bien, à 70% du financement des campagnes électorales aux États-Unis. L'AIPAC, on dit que c'est l'institution qui impacte le plus la politique étrangère des États-Unis. On sait que tous les candidats à l'élection américaine passent par l'AIPAC. Quand vous êtes adoubé par l'AIPAC, forcément, vous... Mais je voulais juste revenir sur cette question de Barack Obama, cette résolution. Moi, je pense on doit relever la symbolique, en fait. C'est un cadeau de fin de mandat, parce que Obama, comme l'a dit si bien monsieur l'ambassadeur, il a beaucoup donné à Israël, plus qu'à n'importe quel président américain. Donc il a évoqué les 38 milliards, effectivement, et plus encore, il a visité plusieurs fois Israël. Parfois,
de par on a toujours soupçonné Barack Obama d'être d'origine, pas arabe, mais d'abord des liens importants avec la Barack communauté Hussein musulmane, Obama, oui. on l'a toujours caricaturé en disant qu'il se cache, c'est un musulman. Donc il s'est senti presque obligé psychologiquement de faire plus que les autres. Et là, c'est à la fin de mandat, 8 ans après, il s'est dit, bon, je vais sortir par la grande poche, je vais essayer, comme les musulmans, ils sont très sentimentaux, je vais essayer de faire un petit cadeau. C'est vrai que ça a surpris, mais qu'est-ce qui empêche... Je pose la question, qu'est-ce qu'il reste de son discours du Caire? Du Caire, oui, que reste-t-il du Caire? Il s'est mis les Arabes dans la poche, tout simplement. Moi, je vais dire une chose. Obama, Donald Trump, il n'est pas engagé dans ce qu'a fait Obama. Même Obamacare, donc le truc de sécurité sociale, il peut le démanteler dès demain. Donc, c'est la même chose pour la résolution par rapport à la colonisation. Demain, il peut... Je dois tout de même relativiser un petit peu concernant la politique arabe d'Obama. Oui. C'est vrai que le discours du Caire a été un grand discours qui comportait beaucoup de promesses. Le président Obama n'a pas tenu, de toute évidence, toutes les promesses qu'il a faites. Comme les autres avant lui. Mais avec quand même cette rectification, avec cette nuance, il a quand même normalisé avec l'Iran. Je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important contre la volonté d'Israël et contre la volonté des pays du Golfe. Aussi, ouais. Absolument, contre les faucons de Washington. Notamment, ouais. Il a pris un très gros risque. Il a très bien fait de le prendre. Maintenant, concernant le dossier palestinien, n'oublions pas que dès l'entame de son premier mandat, il a essayé de régler le problème palestinien et il a fait du gel de la colonisation une condition. La condition sine qua non de tout règlement. Et il n'avait pas pris toute la mesure des capacités de nuisance d'Israël et il a dû ensuite faire machine arrière et ses efforts de paix au Moyen-Orient se sont très vite embourbés dans On a compris par la suite que le processus de paix n'était pas sa priorité, et surtout... Mais il a tenté. À son mérite, il a tenté dès le début. Il a tenté ensuite avec John Kerry, vous vous rappelez les navettes de John Kerry, mais il n'est pas allé aussi loin qu'il fallait, c'est-à-dire faire vraiment pression sur Israël pour qu'elle accepte. Madame Benabou, Hassan Mouali a parlé d'une probabilité que le nouveau président abroge un certain nombre de lois, notamment la Obamacare, qui est un peu la loi phare de ces deux mandats de Barack Obama. Est-ce que c'est possible aujourd'hui ? Il a eu déjà des problèmes pour Obamacare. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en octobre 2013, il y a eu le shutdown. C'est-à-dire que, bon, vous avez voulu faire passer de force Obamacare, d'accord. Vous savez ce qu'ils lui ont fait, les Républicains ? Eh bien, à la loi de finances, ils ont décidé de serrer les cordons de la bourse. Ouais. Vous savez ce qui s'est passé ? Pour la première, enfin, pas pour la première fois, il y a eu des cas comme ça. Obama a été obligé de mettre au chômage technique tous les agents et il s'est retrouvé très gêné parce qu'il n'avait plus d'argent. Donc attention, c'est un régime qui a d'autres procédures, qui a d'autres règles d'obstruction qui peuvent gêner le président. Il peut prendre Obamacare, mais ils peuvent le gêner. Donc attention, c'est un régime qui est très équilibré, où il y a des moyens d'action réciproques. Est-ce que le nouveau président peut abroger l'Obamacare ou les autres lois phares prises par son prédécesseur ? Est-ce que c'est possible avec l'appui du Congrès ? Je ne suis pas si sûre que ça, parce que ça dépend. Dans chaque parti politique, d'abord les partis politiques ne sont pas astreints à une discipline de vote. Contrairement au régime parlementaire où il y a les WAPS, je crois, les fouets, où on oblige les parlementaires, les députés à une discipline de vote. Bon, vous venez, même si vous êtes dans une civière, vous venez pour voter. Là, les partis, c'est une spécificité du régime politique américain, c'est que les partis politiques roulent pour le boss. Vous savez, ils ont une grande mission, c'est donc l'élection du patron, du boss, et puis après, il n'y a
aucune discipline de vote. Donc vous avez dans chaque parti, parfois vous avez des faucons, vous avez donc des internationalistes, vous pouvez avoir aussi des nationalistes, des non-interventionnistes, et chaque vote peut amener je dirais des démocrates à s'allier aux républicains. Mais Madame, les républicains, ils sont majoritairement contre l'Obamacare. Donc, oui, bon, c'est vrai. C'est pour ça que Donald Trump, il dit que c'est la priorité de son administration, c'est de démanteler l'Obamacare. Oui, Obamacare peut-être. Mais vous savez, on ne sait jamais comment ça se passe. Si jamais par exemple, vous voyez, il y a des sénateurs qui peuvent être contre la politique, contre Trump, et qui peuvent voter contre lui. Il n'y a pas de discipline de vote. C'est ça qui fait l'originalité des États-Unis. Et c'est ça qui va faire qu'on ne connaîtra pas dès à présent quel va être l'impact des contre-pouvoirs sur la politique de... Monsieur l'ambassadeur, vous connaissez parfaitement bien le Congrès. Est-ce qu'il y a des consignes de vote? Il n'y a pas de consigne de vote, mais il y a une discipline tout de même. Voilà. Vous savez, là, ce qui est un peu particulier aux États-Unis, c'est que, par exemple, au Sénat, qui est la chambre la plus importante, la majorité est à 1 ou 2 voix. Donc, il suffit effectivement qu'un sénateur ou 2 sénateurs fassent défaut pour que le texte ne passe pas. Maintenant, pour l'Obamacare, malheureusement, les choses se sont bien passées pour le président Trump, parce qu'il y a eu déjà un premier vote au Sénat pour le démantèlement de la loi Obamacare, où le vote a été de 51 voix contre 48. Donc les républicains ont fait corps pour faire passer le texte. Le texte est ensuite passé devant la Chambre des représentants où la majorité républicaine est plus importante encore et le texte est passé sans problème. En fait, la véritable question, l'Obamacare peut être abrogé. Il sera sans doute abrogé, mais peut-être pas dans sa totalité. Oui. Il faudra, et c'est l'instruction qui a été donnée par Trump au congressman, il faut qu'il y ait un texte de substitution. Ce texte-là n'est pas encore prêt. Trump prétend qu'il est prêt, etc., mais nous savons qu'il n'est pas encore prêt. Et ce texte-là peut reprendre certaines dispositions de la loi votée par le Congrès sous Obama. Maintenant, pour le reste, le président Trump peut très facilement, très vite, abroger ce qu'on appelle les executive orders qui ont été pris par Obama au cours des derniers jours. Décrets, oui. Il y a ces executive orders sont censés s'appuyer sur une loi du Congrès. Quand ils s'appuient sur une loi du Congrès dont ils sont en quelque sorte un décret d'application, ils ne peuvent pas être contestés ni devant la justice, ni remis en cause par le Congrès. Donc, quand ils ne s'appuient sur rien du tout, comme c'est le cas pour un certain nombre d'executive orders, le président Trump va les abroger sans aucune difficulté au cours des prochains jours. Alors, M. Mhel, l'Algérie et les États-Unis, vous avez vécu là-bas pendant 4 ans, vous avez dirigé le bureau de l'APS. Déjà, vous savez très bien que les Américains de l'Amérique profonde ne connaissent pas l'Algérie, malheureusement, jusqu'à maintenant. Est-ce que vous avez fait face à cette situation de la méconnaissance de l'Algérie aux États-Unis? Fatalement. mais il faut... Les Américains aussi, il faut bien le comprendre, s'intéressent plus à leur pays, qui est un continent, il ne faut pas l'oublier. Lorsqu'on part de Washington pour aller à Los Angeles, on met 5 heures de vol. Okay. Et si on va de Washington jusqu'à l'État de Washington, à Seattle, on met 8 heures de vol. Ouais. Non, c'est un continent, les Américains sont incultes, y compris sur des affaires européennes ou asiatiques et tout. Donc, l'Algérie, elle a eu bien sûr son heure de gloire très très forte lors de la libération des otages américains. Donc elle était au top, elle était très bien connue et tout le monde s'en rappelle. Je crois que même jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'en rappellent. Mais ceci dit, lorsqu'on parlait tout à l'heure des secrétaires d'État, Colin Powell a été un bon secrétaire d'État. À la fin, pas sur... la guerre en Irak, il a été obligé de mentir. Globalement. La guerre en Irak et l'anthrax, oui, mais il a été obligé de mentir. Cette scène-là un peu...
sauf sur cet aspect-là où il a été absolument nul. Oui. Mais Hillary Clinton a tenté aussi de faire, alors qu'elle ne venait pas du monde politique ni de la diplomatie. Mais comme le disait Cheikh Abdallah, effectivement, le poste est un poste qui doit obéir aux instructions du président, à l'orientation du président, et je crois que c'est ça le plus important au niveau de la superstructure des États-Unis. Si on revient à notre relation avec les États-Unis d'Amérique, il est évident que l'Algérie est un pays important aux yeux des États-Unis d'Amérique, mais nous sommes importants sur des problèmes bien précis. On est important sur l'équilibre régional, on est important sur la stabilité régionale, on est important dans le débat qui va concerner demain peut-être le Proche-Orient, mais on est important surtout sur la lutte contre le terrorisme. Et donc, tout ce qui est bande sahélienne, ça les intéresse au plus haut point, et c'est pour ça qu'ils nous appuient, qu'ils sont d'accord avec nous sur beaucoup de thèmes. Si vous Est-ce qu'il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas abordé, je ne sais pas si on aura le temps de le faire, Oui. mais c'est les relations des États-Unis avec leurs voisins sud-américains. Ça aussi, c'est un gros L'Amérique du dossier. Sud, à commencer par le Mexique, voilà, Oui, c'est un gros dossier. qui rouspète de plus en plus. Si vous deviez dire le meilleur secrétaire d'État que vous avez connu, pas vous personnellement, mais de mémoire, le meilleur secrétaire d'État américain, Kissinger. et le meilleur Kissinger. ministre algérien des Affaires étrangères. Ça, Non, je ça ne- c'est une plaisanterie. non, ça c'était une blague. Mais je voudrais dire une chose. Oui. Moi, je n'ai pas d'inquiétude concernant la relation algéro-américaine. Ah Je bon? crois que nous allons continuer. Même avec Trump? Même Oui, avec oui, Trump. oui. D'accord. Je Oui, crois oui, qu'il tout y à a fait. des Parce qu'elle n'est pas assez fondamentaux. forte en fait, c'est ça? Il y a des fondamentaux Ouais. qu'a rappelé Sénas qui sont très importants. Et je crois que de ce point de vue-là, la relation continuera à avancer lentement mais sûrement. Et il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire dans cette relation. Mais la personnalité de Trump n'aura pas, de mon point de vue, d'impact sur la relation algéro-américaine. S'il devait avoir un impact, ce serait à travers le Proche-Orient. Oui. Là, ça nous... Mais vous êtes d'accord pour dire que l'Algérie n'est pas un allié traditionnel comme l'est le Maroc, par exemple, qui a toujours été un allié traditionnel des États-Unis. L'Algérie est un partenaire Oui. important pour les États-Unis. Nous avons maintenant un dialogue stratégique avec les États-Unis qui englobe tous les aspects de la coopération politique, économique, sécuritaire, culturelle, ce qui n'existait pas auparavant. Donc nous avons comme une relation forte avec les États-Unis. Maintenant, l'Algérie n'est pas le Maroc. L'Algérie a une politique étrangère indépendante, Oui. et ce qui n'est pas le cas d'autres pays. Mais Hassan Mouali, on dit que depuis le procès Eisenstadt, du nom de l'ancien secrétaire américain au commerce, c'est que les Américains ont une approche plutôt maghrébine de leurs relations. Pour eux, ils regardent le Maghreb et non pas les pays Maroc, Algérie, Tunisie. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on doit d'abord nous unir, parler d'une seule et même voix au Maghreb pour être un interlocuteur sérieux des États-Unis? Tous ceux qui sont partis aux États-Unis savent qu'ils nous regardent comme un petit pays, il faut dire ce qu'on est. Quand vous leur dites Algeria, ils comprennent Nigeria. Oui. Ça, donc nous sommes un petit On a pays subi ça, comparé d'ailleurs. à l'immense pays que sont les États-Unis, comme l'a dit Sénassar. Même le fuseau horaire change. Donc c'est immense. Même les Européens, quand on parle de France et par exemple aux États-Unis, c'est vraiment négligeable. C'est un immense pays. Donc nous avons des relations traditionnelles avec les États-Unis. Nous ne sommes pas le pays ami des États-Unis, comme le serait peut-être le Maroc, pour des raisons X. Le Maroc, l'Arabie Saoudite, voilà. Oui, pays alliés, mais nous, l'Algérie, nous sommes un peu jaloux aussi de nos fondamentaux, les fondamentaux qui constituent la politique étrangère algérienne. Par exemple, l'Iran, on a des relations avec l'Iran qui sont historiques. Le Maroc peut décider de rompre ses relations diplomatiques. Il l'a fait déjà avec l'Iran pour satisfaire les États-Unis. Il peut décider de rompre ses relations diplomatiques avec
avec le Venezuela parce que Chavez gênait les Américains. Vous voyez, mais l'Algérie ne peut pas faire ça. Elle est attachée à ses valeurs. C'est bien d'avoir des valeurs, encore une fois. Donc, on apprend à se faire respecter. Donc, là-dessus, je pense que on n'a pas à tresser les lauriers aux États-Unis pour qu'ils nous aiment. Ils doivent nous respecter plutôt. Après, bien sûr, il y a des domaines d'intervention où l'expertise algérienne est sollicitée, la lutte antiterrorisme, le Sahel. Peut-être qu'on sera sollicité dans le règlement de la crise en Syrie, parce que finalement, avec le temps, on se rend compte que l'Algérie a vu juste quand même dans le règlement. Voilà. Oui, sur la Syrie, oui, puisqu'on a constaté que la diplomatie américaine a aussi changé un peu sa position sur la Syrie au fur et à mesure du départ de Bachar al-Assad. Parce qu'elle ne pouvait pas faire plus. Oui. Ils ont vu, lorsque la Russie, parce qu'il faut tenir compte aussi d'un paramètre important, c'est l'intervention russe. C'est elle qui a fait Ça a changé complètement la donne. Toute la donne. Et c'est ça, et ça confirme la justesse de notre position sur la Syrie, sur beaucoup de questions, comme le disait c'est Abdallah sur l'Iran aussi, et sur beaucoup de questions africaines, y compris le Sahel, la lutte antiterroriste, le Sahel et au-delà de la Sahel, Libye, etc. Donc ce sont des atouts qui seront certainement dans l'agenda du dialogue stratégique entre les États-Unis et nous. Le fait que l'Algérie parle avec tout le monde, soit l'ami de tout le monde, est un avantage pour elle, pour être l'interlocuteur d'un pays comme les États-Unis. On peut dire cela? Là, je pense que l'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, a défendu très bien ses positions internationales. Il s'agissait de dire que l'Algérie, elle a déjà une tradition dans le domaine de la médiation, dans le domaine du règlement des conflits et tout. Et ça a été un atout qui a été renforcé encore plus ces dernières années. Sur la Libye, Alger est devenu la place incontournable. Et vous le voyez, les chefs d'État africains, il y a eu 32 chefs d'État africains qui ont visité l'Algérie en 2016. Il y a des allers-retours tous les jours. Je pense que c'est un atout qui nous permettra, Inch'Allah, de... On sent l'africaniste qui Khaled, parle. Si tu permets, on va juste dire que l'Algérie fait le job qu'on lui demande de faire dans la lutte antiterroriste par rapport donc, à la Libye, organiser des conférences sur la déradicalisation. On fait un peu le job dans la région. Mais on le fait d'abord pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes, c'est conforme à nos valeurs. C'est conforme à nos valeurs, mais de plus, nous avons besoin de stabilité. Absolument. Nous sommes dans un cercle de feu. On défend notre stabilité. Oui. Notre stabilité dépend de la stabilité de la région. région. Il faut admettre aussi qu'il n'est jamais bon d'avoir l'oncle Sam sur son dos. Donc, mieux vaut être en bon terme avec les Américains que les Américains, comme l'a dit si bien le Kadhafi d'ailleurs, qui a fini par être tué. On paye le prix, oui. Mais avec Donald Trump, je ne pense pas que ça puisse changer quoi que ce soit. Lui, il va être discipliné par ses conseillers, par le Conseil de sécurité nationale, d'ailleurs, si vous avez suivi, quand il y a eu les auditions de Rex Tillerson au Sénat, lui, par rapport à la Russie, il a critiqué la Russie, contrairement aux déclarations de Clinton. Il a dit que... On disait proche de Poutine, ami de Poutine, etc. Il a parlé de l'OTAN, alors il a parlé en bien de l'OTAN, alors que Donald Trump, il a dit qu'elle est obsolète. Ça va être extrêmement intéressant de voir comment évoluer. Trump va travailler avec ses ministres. Parce que les ministres, effectivement, tiennent un discours différent de celui du président Trump. Ça va être difficile pour eux. Hein. Absolument. Lors de l'audition du secrétaire d'État désigné, un sénateur a demandé à Tillerson s'il avait discuté avec le président Trump de la politique vis-à-vis de la Russie, et Tillerson a répondu non. Voilà. Et Menendez, le sénateur, a dit extrêmement étonnant que le président n'ait pas pris la précaution de discuter avec l'ensemble de ses ministres avant qu'ils n'aillent défendre leur position sous serment. Il faut bien comprendre, ces déclarations de ministres ne sont pas des déclarations de circonstances. Ce sont des déclarations qui sont faites sous serment. Donc, s'ils ne respectaient pas leurs promesses dans l'avenir, ils risquent d'être accusés de parjure. Voilà. Et nous y reviendrons sur le cas de l'intervention probable de la Russie ou pas dans l'élection présidentielle américaine. Vous avez vécu, M. Baali, près de 15 ans aux États-Unis en tant que représentant permanent de l'Algérie à l'ONU, puis ambassadeur d'Algérie à Washington. Comment les Américains nous regardent-ils? Comme a dit Sinas tout à l'heure, les Américains ne nous connaissent que très peu.
malheureusement. Les États-Unis sont les Américains, ce qui les intéresse, ce qui les concerne, c'est l'Amérique, d'abord et avant tout. Même l'Europe est une destination touristique ou culturelle, sans plus, pour le citoyen américain ordinaire. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que l'Américain se sente intéressé par l'Algérie. L'Algérie, pour l'Américain, est peut-être une destination exotique, il ne sait pas trop où ce pays se trouve. C'est les chameaux, le Sahara, c'est ça, sans plus. Bon, notre job, c'est de faire en sorte que l'Algérie soit mieux connue. C'est ce que nous essayons de faire en tant que diplomate, en tant que journaliste, en tant qu'artiste. Comment on fait pour changer notamment ces idées reçues et faire connaître un pays méconnu? Est-ce que c'est difficile? C'est extrêmement difficile. Il faut de gros moyens, il faut de très gros moyens. Vous les aviez? Et nous, malheureusement, très difficile d'avoir ces moyens-là. Et il faut d'abord de gros moyens, il faut également un projet, il faut des objectifs précis qui s'inscrivent dans la durée. C'est un travail de longue haleine qui a besoin de 10, 15 ans, 20 ans pour maturer, pour qu'on puisse arriver à un résultat. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Je pense c'est toujours bon d'avoir des relations de peuple à peuple, c'est important. Et je crois que les réseaux sociaux y pourvoient aujourd'hui dans une certaine mesure. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est les relations d'État à État. Absolument. Et là, je crois que nous faisons ce qu'il a lieu de faire. Bien sûr. Madame Bellabo, M. Bali a dit qu'aux États-Unis, c'est le président qui décide, vous l'avez dit, vous avez cité notamment Abraham Lincoln. Ça reste quand même un régime ultra-présidentiel, les États-Unis. C'est un pays où il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a pas de chef du gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas du tout, pas du tout. C'est l'un des régimes les plus équilibrés au monde. D'ailleurs, entre présidentiel et parlementaire, c'est ça? Oui, c'est le plus équilibré. Contrairement à ce que l'on croit, il y a un seul régime présidentiel. Celui qu'on prend pour le faire étudier aux étudiants, c'est le régime américain. Dans les autres pays, on parle d'un régime présidentiel en Turquie. Il n'y aura pas de régime, parce qu'il ne s'acclimate pas dans d'autres pays. Pourquoi? Parce que c'est l'un des régimes les plus équilibrés. Vous avez 3 forces politiques, 3 pouvoirs. Chaque force s'appuie sur une force politique réelle. Et elle a, surtout le Congrès, il a une légitimité électorale. Face à lui, le président a une légitimité aussi électorale. Vous savez qu'ils ont des moyens d'action réciproque. Check and balances. Vous avez un moyen, j'ai quelque chose contre vous. Je l'ai toujours appelé dans mes études, pour mes étudiants, l'équilibre de la terreur. Je peux par exemple utiliser mon veto. Le président a la possibilité, ça c'est la façade institutionnelle, constitutionnelle. J'utilise mon veto. Eh bien, le Congrès peut utiliser l'impeachment contre lui. Et maintenant, il y a encore d'autres méthodes qui sont qui font partie un peu de de l'arrière, c'est un peu les coulisses, etc., qu'on appelle par exemple la flibuste. Vous savez qu'ils peuvent empêcher, parce que l'exécutif n'a pas le droit d'être présent au niveau du Congrès. Il peut donc demander à des amis députés de déposer un certain nombre de billes, les lois. Mais lui, il ne peut pas rentrer au niveau du Congrès. Vous savez qu'il ne peut pas dissoudre le Congrès. Eh bien, vous savez qu'à ce moment-là, ils peuvent utiliser un moyen, des armes de gros calibre, de gros calibre. Par exemple, ils prennent le micro et pendant toute la durée de discussion de cette loi, ils vont empêcher la discussion de cette loi. Et une fois que l'heure est arrivée, cette loi sera écartée. Donc, elle ne sera pas discutée. Donc, parce que nous, on a tendance un peu à réfléchir en fonction du régime parlementaire, du régime français. Il n'y a pas de procédure de parlementarisme rationalisé. Vous ne pouvez pas empêcher les parlementaires de parler. Ils ont des moyens d'obstruction extraordinaires. Ce que les démocrates ont peut-être commis comme erreur, jusqu'en 2013, il y avait
pour un certain nombre de lois, la nécessité d'avoir 60 votes au niveau du Sénat. Et donc, ça bloquait un grand nombre de projets de loi qui étaient initiés par les démocrates. Là, depuis 2013, il n'y a plus cette possibilité. Donc, il sera beaucoup plus facile aujourd'hui pour les républicains de faire passer leur projet de loi au Sénat que ce n'était le cas Les démocrates. dans le passé. Et là, ce n'est peut-être pas une bonne nouvelle pour... Tout à fait. les Il ne nous reste démocrates. pas beaucoup de temps. Est-ce qu'on peut dire que la diplomatie américaine pourra affronter le problème libyen qui nous concerne à nos frontières? On parle probablement d'un futur accord qui sera signé à Alger sous l'égide de M. Sahel. C'est les rumeurs qui le disent. On parle de quelques jours, quelques semaines. Est-ce que l'administration américaine peut apporter sa contribution au règlement de la crise libyenne, M. Baali, M. Mahel? Il est évident que les États-Unis souhaiteraient qu'il y ait un accord en Libye. Les Américains ont soutenu toutes ces années tous les efforts menés par l'Algérie pour restaurer la stabilité en Libye. Je pense que de ce point de vue-là, il ne devrait pas y avoir de changement. Je pense que les États-Unis, sous Obama ou sous Trump, ne peuvent que se féliciter de la conclusion d'un accord qui ramènerait la paix, la stabilité, la sécurité en Libye. M. Mahel? Je pense qu'il n'y a rien à ajouter à ce qu'a dit c'est Abdallah. Les États-Unis ont toujours accompagné ça. Le problème qu'il y avait jusqu'à maintenant, c'était un peu l'inaction des Nations Unies. Mais lorsqu'on parle d'inaction des Nations Unies, ça veut dire aussi que les Américains doivent faire un peu plus pour pousser les Nations Unies. Je crois qu'ils ont un nouveau secrétaire général et ça pourrait peut-être apporter quelque chose de nouveau à la question libyenne. On doit être engagé parce que, comme on l'a toujours dit, la stabilité de la Libye, c'est la stabilité de l'Algérie. La stabilité de la Tunisie, c'est la stabilité de l'Algérie. Enfin, nous sommes dans un contexte où il faut faire toujours très attention. C'est bon pour le dossier libyen qu'il y ait une double médiation algérienne et marocaine. Est-ce que cette concurrence n'est pas nuisible pour le processus de paix en Libye, M. Baali? Je crois que maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. Je crois que l'Algérie détient tous les leviers concernant le règlement de la question libyenne. L'ONU, comme l'a fait remarquer Sinasser, qui était à un moment donné assez présente. En fait, les accords qui ont eu lieu à Skhirat, c'était sous les auspices de l'ONU. C'est l'ONU qui est parvenue à obtenir un accord et non pas le Maroc. Il faut que les choses soient claires de ce point de vue-là. Donc l'ONU était un peu plus présente. J'ai l'impression qu'elle est moins présente. Peut-être qu'avec le nouveau secrétaire général, l'ONU sera beaucoup plus active. Mais ce qui est certain, c'est que l'Algérie mène des efforts intenses et nous espérons que ces efforts aboutiront. Et c'est très bien dans l'intérêt du peuple libyen, de l'intérêt de l'Algérie, de tous les peuples de la région. Est-ce qu'on peut s'attendre à un bilan positif du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres? Est-ce qu'il ouvre une porte d'espoir pour les Nations Unies après un peu 2 décennies un peu moroses avec Ban Ki-moon? Qu'est-ce que vous en pensez? Je l'espère. Je ne sais pas s'il fera mieux que Ban Ki-moon, mais peut-être que quiconque ferait mieux que Ban Ki-moon. De ce point de vue-là, malheureusement, Ban Ki-moon n'a pas été à la hauteur Ban Ki-moon des qui espérances. est peut-être prédestiné à devenir président de la Corée du Sud. C'est ce qui se dit notamment je le lui à souhaite. Séoul. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent à ce débat très passionnant sur l'Amérique de Trump avec l'investiture aujourd'hui du président des États-Unis. Merci Fatiha Benabou, spécialiste en droit constitutionnel. Merci Nasser Mahel, journaliste, ancien ministre de la Communication. Vous avez dirigé le bureau de l'APS à Washington. Vous avez été aussi, il faut le savoir, pendant 11 ans, directeur général de l'APS. Elle vous manque l'APS? Toujours. Merci Hassan Mouali, vous êtes directeur de la rédaction du Temps d'Algérie, et Abdallah Baali, ancien ambassadeur d'Algérie à Washington. Merci à vous pour votre fidélité. On se donne rendez-vous vendredi prochain.